Bonjour, je suis Clémentine Gallet et vous êtes bien chez Bliss Stories, le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Et si les histoires de maternité ont encore de beaux jours devant elles, chez Bliss, on aime aussi faire des pas de côté pour partir explorer d'autres territoires de nos vies de femmes. Alors désormais, ici, sans calendrier précis, nous vous proposerons d'autres témoignages qui seront réunis sous le nom de Women Stories. On avait commencé l'an dernier par la collection Break Up avec des témoignages de séparation et de reconstruction familiale. Et comme vous aviez adoré ces épisodes, vous allez pouvoir en découvrir des nouveaux. Mais on a aussi décidé d'enrichir cette collection avec d'autres récits qui racontent autre chose que la grossesse et l'accouchement, mais toujours des trajectoires de femmes et de mères puissantes et inspirantes. Leurs voix sont celles de vos copines, de vos collègues, de vos sœurs, de vos mères et peut-être même la vôtre. Ces voix, elles ont tout en commun de nous aider à y voir plus clair et à avancer même quand on manque de repères. Une fois de plus, il s'agit de rompre le silence, d'écouter avec le cœur, de s'informer sans juger et de s'inspirer d'histoires intimes et personnelles à la portée universelle. Alors bienvenue dans toutes ces autres facettes de nos vies de femmes, dans lesquelles piocher force, résilience et confiance. Bienvenue chez Bliss, Women Stories. Depuis septembre dernier, son nom de famille a envahi les médias du monde entier. Pellico, le nom de son géniteur, qu'elle n'appellera plus jamais papa, est aussi le nom de sa mère, Gisèle, qui restera pour toujours sa maman et la grand-mère de son fils. Mais Caroline n'est pas seulement la fille d'une icône dont le visage nous est si familier maintenant, ni celle d'un prédateur sexuel qui n'a pas totalement révélé l'étendue de ses crimes. Elle est aussi une mère, une sœur, une amie, une collègue, une bosseuse, une épicurienne et une meuf qui aime se marrer. Elle est aussi tout ça en dehors de cette affaire. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, on a connecté toutes les deux, je peux pas vous le dire autrement. Le courant est passé vraiment bien passé. Alors elle m'a fait l'immense honneur de venir à mon micro pour retracer son enfance, vécue dans une bulle de bonheur, au sein d'une famille aimante et ultra soudée, où rien ne laissait présager l'impensable, mais aussi le long parcours qui l'a menée à la maternité et qui a fait d'elle une mère comblée. En écoutant tous ces jolis moments de sa vie d'avant, vous comprendrez d'autant mieux la chute vertigineuse qu'elle vit depuis ce jour de novembre 2020. 4 ans d'instruction judiciaire, une véritable hécatombe familiale et le si douloureux procès de Mazan. Mais comment Caroline a-t-elle vécu ces années de l'intérieur ? Comment cette révélation fracassante a-t-elle changé à jamais la femme et la mère qu'elle était ? Et comment se reconstruire alors que sa vérité à elle n'a pas été rétablie ? Nous avons enregistré cet entretien en décembre dernier alors que le procès n'était pas tout à fait terminé. Depuis, le verdict a été rendu et Caroline n'a cessé de continuer à porter haut et fort son combat contre la soumission chimique, tout en menant de front sa vie de mère et sa carrière. Et puis, très récemment, elle a décidé de porter plainte à son tour contre Dominique Pellico, ce qu'elle n'était pas encore tout à fait prête à formuler au moment de notre échange. Je vous laisse donc écouter cette femme, certes blessée par la vie, mais dont le courage, la force et l'intelligence forcent l'admiration et qu'on a toute envie de serrer très fort dans nos bras, comme une amie. Bonjour Caro. Bonjour Clémentine. Alors Caro, chez Bliss, il y a une tradition. Je ne sais pas si tu la maîtrises totalement, mais ça, tu vas voir, je suis sûre que tu vas t'en sortir très bien. Je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle, dans la vraie vie, je ne vous dirai pas, mais je m'appelle Caroline Darian parce que Darian est un nom de plume. Darian, en fait, c'est la contraction des prénoms de mes 2 frères, David et Florian. Ah, d'accord. C'est venu spontanément. En fait, c'est mon mari qui m'a suggéré ce nom de plume. Ouais. Parce que je suis tellement proche de mes frères et surtout, ce premier témoignage littéraire, il était tellement important pour moi que je voulais vraiment les y associer, en fait. Et ouais. Très jolie façon de le faire. Voilà. Donc, Caroline Darian, je vais avoir 46 ans bientôt. Je travaille dans le domaine de la communication. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la communication dans le conseil. Ok. Et je vis dans le 78. Ouais. Je suis mariée depuis très longtemps. Et j'ai un petit garçon de 10 ans. Ok. Que j'aime à la folie. Tu peux nous donner les prénoms ou pas ? Mon mari s'appelle Pierre dans la vraie vie. Et mon fils s'appelle Maxime.
C'est la famille que tu as construite. Ouais. Mais il faut dire aussi que tu fais partie d'une plus grande famille qui est donc sous le feu des projecteurs et des médias en ce moment. Tu peux nous raconter, nous faire un petit arbre généalogique là, rapide. Voilà, petit tableau photo de famille. Donc moi, je suis Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot et de Dominique Pellicot. Et je suis aussi la sœur de David, qui est donc mon frère aîné. Et Florian, qui est le petit dernier, en fait. Donc, on est la fratrie, David, Caroline et Florian. Les 3 enfants de Gisèle Pellicot. Et là, beaucoup plus dur à porter, aussi les enfants de Dominique Pellicot, qui est sans doute l'un des plus grands prédateurs sexuels des 20 ou 30 dernières années, pour la faire courte. Ouais. Tu es née, donc, il y a presque 46 ans. Ouais. À quel endroit t'es née ? Je suis née à Corbeil-Essonnes, dans le 91. Et j'arrive dans une famille... aimante, avec ce grand frère très présent. On partageait notre chambre ensemble dans cet appartement. On jouait ensemble aussi, beaucoup. Ouais. On était dans une famille aussi où il y avait beaucoup de musique. Ah ouais ? Ouais. Qui écoutait beaucoup de musique ? Tes parents ? Mes parents. Ah ouais ? Mon genre père, quoi ? De tout, Goldman, Balavoine, variété française, beaucoup variété française, un peu de jazz. Et puis on est au milieu des... Ouais, on est... années 80, 90. Années 80, voilà. C'est les démons de minuit et tout ça. Non, il y avait aussi les Cool and the Gang, Earth, Wind & Fire. Enfin, voilà. Ah bah, bien sûr. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Ouais. Et puis... Et le petit frère est arrivé... 8 ans. Ah, après. 8 ans après. Moi. Ah ouais, donc vous avez été longtemps que 2. On a été longtemps 2. Et ensuite, 88, on va partir vivre à Gournay-sur-Marne, où là, on va vivre toute notre adolescence avec mon frère. Florian va vivre toute sa jeunesse, son adolescence aussi. C'est des bons souvenirs ? Ah, Gournay-sur-Marne, ouais. Ouais. C'est la maison du bonheur, où il y a toujours du monde le week-end. Alors, bien sûr, il y a eu des périodes un peu plus compliquées que d'autres pour mes parents, bien sûr, mais... il y avait toujours ces problèmes d'argent qui étaient assez récurrents en fait et qui venaient créer beaucoup de tensions. Ma mère, elle avait une situation professionnelle stable, mon père un peu moins. Elle faisait quoi, ta mère ? Ma mère, elle a travaillé pendant 20 ans chez EDF, plus de 20 ans même, parce que je crois qu'elle y est restée presque 23 ans. Dominique, lui, ça a été plus compliqué. Il a commencé électricien, ensuite il a voulu se mettre à l'immobilier, ensuite il est revenu à l'électricité. Enfin, ça a toujours été un peu chaotique. Ouais. Il a traversé des périodes de chômage, pendant lesquelles il nous a mangé, il faisait des gâteaux. Enfin. Ouais, il était père au foyer. Mais il était là, il faisait le ménage. Je le revois faire le ménage à la maison. Après, c'était pas parfait, mais c'était déjà ça. Et donc, l'adolescence, ça se passe comment ? Est-ce que vous faites des crises ou est-ce que vous êtes une fratrie plutôt cool ? Comment ça se passe pour chacun de vous ? On n'a jamais été des enfants turbulents, nous. Nos parents ne sont jamais venus nous chercher au commissariat, on n'a jamais pris de drogue. Non mais c'est vrai, on n'a jamais fait de crise d'ado, quoi. Ouais. Sauf, moi, c'est vrai qu'à partir de 14 ans, j'étais un peu plus ingérable à la maison. Ouais. J'étais très affirmée. Et mon père était toujours en train de faire le médiateur. Non mais tu peux pas parler comme ça à ta mère. Non mais Caroline, non mais Caroline. Et en fait, je savais ce que je voulais, quoi. Et c'est vrai que ma mère, ça a créé quelques tensions parce que je pense qu'elle voulait que je file droit, quoi, et que je sois irréprochable. Alors que mon frère, qui était beaucoup plus, alors faut le dire aussi, beaucoup plus coulant, beaucoup plus voilà, quand il savait y faire. Franchement, il savait beaucoup plus y faire que moi, parce que moi je rentrais tout de suite en frontal. Et pas David. Donc le conflit, il était entre la mère et la fille. Beaucoup, ouais. Ça a démarré tôt dans l'adolescence, et puis après ça a été très fluctuant. Et tu trouvais plus de réconfort, plus de compréhension du côté de ton père ? Eh ben, paradoxalement, c'est vrai que rétrospectivement, quand je regarde dans le rétro, je me dis mais bon sang, parce que presque il était plus maternant que ma mère à mon égard. C'était quand même un papa qui écoutait, qui venait me voir dans ma chambre, qui s'asseyait sur le rebord de mon lit et qui me disait mais Caroline, tu peux pas dire ça comme ça, tu peux pas te comporter comme ci, tu vois. On avait quand même une relation de proximité très tôt. On a eu une relation de proximité avec mon père qui était très, très forte, quoi. Ouais, une vraie complicité. C'est mon père qui m'emmenait à la danse, quoi. Une certaine période, je faisais 5 heures de danse par semaine. Il m'emmenait à la danse, il venait me chercher le soir. Quand j'ai commencé à sortir, il n'était pas question que je prenne les transports en commun. Il venait me chercher. Les résultats de mon bac, c'est lui qui était là.
Enfin, plein de choses, quoi. Même culturelles. La musique. Il n'y avait pas un moment, une soirée familiale où on finissait pas par danser. C'est des moments de vie, des séquences de vie qui sont inoubliables, en fait. Bien sûr. Parce que ça construit... Ça construit la femme que tu deviens. La femme que tu deviens. Et des anecdotes très fortes avec mon père. Ça va même jusqu'au jour où je rencontre mon mari. Où je lui dis... Tu sais, papa, j'ai rencontré quelqu'un. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu lui racontais tes histoires d'amour? Alors, je lui racontais pas tout dans les détails. Ouais, non. Mais quand il était au courant des mecs que tu fréquentais. Quand je sortais, que je rentrais tard, il savait très bien que j'allais pas jouer au mahjong. Voilà. Ouais. Mais bon. Après, mais il a jamais été invasif. Il a toujours respecté. Ouais. Mon intimité. Il te faisait pas chier. Il me faisait pas chier, il me demandait simplement de faire attention. Ok. Et ta mère, ma mère, je lui racontais un peu plus mes déboires. Ouais. Et il y avait de la complicité sur ce terrain-là, entre femmes. Il y a eu, bien sûr. Ma mère, elle a toujours été à mon écoute là-dessus. Et c'est vrai qu'à partir de 20 ans, on a plus été dans une relation de complicité, plus qu'auparavant, en fait. Ouais. Quand tu es devenue femme, en fait. Mais quand je suis devenue vraiment femme, on avait plus de proximité ensemble. Et on discutait plus de sujets de ma vie, de mes rencontres, de mes aspirations. Ça te faisait du bien, ça? T'étais contente de l'évolution de cette relation? Bien sûr. D'ailleurs, après, finalement, ça a pris le pas sur tout le reste. Et j'ai presque oublié cette séquence de vie d'avant où on n'avait pas où c'était pas à ce point fluide, en fait. Ouais, je comprends. Et alors toi, à l'époque, 20 ans, t'as envie de quoi? Comment tu te vois plus grande? J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire du chant, j'ai envie de faire de la danse. Mais après, à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Donc, Donc tu fais des études. Donc je fais des études comme BTS. Et derrière, j'ai fait une école spécialisée dans le domaine des médias et de la publicité. Ouais. Et donc en fait, je commence à bosser tout de suite en agence de com. Petit à petit, au bout de 3 ans, on me propose de travailler à l'international. Mais sauf que Caro, en anglais, c'était pas ça, quoi. Mais je dis ouais, ok. Yes, sure. Yes, of course. Yes, of course, je veux bien. Je veux bien en être. Et donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'ai souffert beaucoup. Mais tu as eu le job. Mais j'ai eu le job, mais c'est surtout que c'est pas tant d'avoir le job que de le tenir, le job. Donc, j'ai eu 9 mois d'enfer. Mais c'était un passage obligé pour moi parce que j'avais envie de travailler dans un environnement qui soit assez riche, quoi. Ouais. Et surtout, j'avais tellement vu mes parents galérer, en fait, que pour moi, il n'était pas question de galérer sur le plan financier et professionnel. No way. Donc ça, c'est pour la partie pro. Mais moi, ce que je voudrais savoir, Caro, c'est où as-tu rencontré ton Non, mais ton c'est mec? improbable. C'était un soir de 2003 et je suis avec une amie de promo qui me dit « Je vais pas bien du tout, j'ai pas le moral. Viens, on se prend un apéro et après on sort. » Donc je suis avec Aurélie, pour ne pas la citer, qui est donc une très bonne amie que je salue parce qu'elle est très importante pour moi encore aujourd'hui. Et là, vous avez décidé d'en découdre avec Aurélie. Et on a décidé de se faire plaisir, de se faire du bien, de se faire plaisir et de danser. Sauf que bon, danser avec des chaussures à talons, avec 2-3 coupes de champagne, ça donne qu'à un moment donné, je gère mal l'atterrissage. Non mais l'atterrissage, c'est-à-dire qu'elle me fait tourner, Aurélie. Oh merde. Elle me fait tourner. J'ai peur. Je manque de me casser les dents sur le bar. Et en fait, je vois arriver cet homme. Non. Vous n'êtes pas fait mal. Et moi, non, merci. Et je repars. Et là-dessus, Aurélie me dit, quand même, t'abuses. Il arrête pas de te regarder. Va voir. Vraiment, je pense qu'il a envie de discuter avec toi. Et donc, je ne me démonte pas. Je vais voir donc ce jeune homme. Ok. On commence à discuter comme ça et en fait, on passe une soirée qui est en réalité la nuit à se marrer. Et en fait, on ne s'est plus jamais quitté. Waouh. Après, je me suis vite domiciliée chez lui. J'ai ramené mes petites valises. C'est vrai. Enfin, très vite, on a décidé de faire notre vie ensemble. Et tu sens que c'est l'homme de ta vie? Ah oui. Ouais. T'as quoi comme vision du couple, de la construction de vie en tête? Est-ce que t'as envie de faire famille? Est-ce que t'as envie de faire des enfants rapidement? Est-ce que c'est une priorité pour toi ou Non, pas à ce moment-là, pas du tout. Moi, ce que j'ai envie, c'est de profiter de la vie. J'ai envie qu'on voyage. J'ai envie d'avoir des enfants.
enfin, des enfants. J'ai envie d'avoir, oui, un enfant, je pense, dès le départ, moi. J'ai pas trop envie d'avoir une grosse... Oui, l'idée n'est pas de reproduire la fratrie dans laquelle tu as grandi. Jamais. Quoi. Et Pierre, il en est où, lui, de ses envies d'enfant ? Au moment où je rencontre Pierre, lui, il a un vrai poste à responsabilité. Il est en train de gravir les échelons de responsabilité. Il est journaliste. Voilà. Ouais. Donc, en fait, on travaille. On s'épanouit via le travail, lui comme moi. Bah, c'est bien, vous êtes dans le même mood, en fait. Voilà. Donc, construction de carrière. Ouais, on est là-dedans tous les deux. Beaucoup. On voyage pas mal. Et puis, au bout de 3 ans, ça commence à nous titiller quand même. Je me vois pas les 20 prochaines années sans enfant. Ouais. J'ai envie de créer quelque chose avec un petit garçon, une petite fille, à moi. Est-ce qu'autour de toi, tes copines commencent à tomber enceintes ? Ouais, alors voilà. Alors moi, j'ai un noyau dur très très proche de moi. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Donc c'est des amis du lycée ? Du collège. Du collège, oui même. Et donc en fait, la première à avoir fait un enfant, c'est Inga, mais très tôt, elle pour le coup. Et ensuite, c'est Carole. Et après, ça a été moi. Mais moi, ça a été vachement compliqué parce qu'en fait, j'avais un problème de cycle. Enfin bon, je passe les détails. Mais pendant 5 ans, à partir du moment où on a décidé avec mon mari de faire un enfant et qu'on s'est aperçu qu'on avait au moins autant de chances de faire un enfant, ce que nous avait dit le gynécologue de l'époque d'ailleurs, naturellement que de gagner au loto. Ah, c'est bien ça comme phrase, c'est encourageant. C'est ça. Bah, du coup, on a commencé à rentrer dans une logique de PMA. Donc, j'ai dû faire 4 inséminations, 2 FIV qui n'ont jamais marché. Et ça a duré 5 ans. Votre couple, il tient comment pendant ces 5 années ? Est-ce qu'il prend un coup ? Est-ce que vous restez extrêmement soudés ? Comment ça se passe pour vous ? Forcément, ça a une incidence sur le couple, la vie de couple, l'intimité du couple. C'est une évidence. Il y a eu des moments difficiles où moi, j'étais pas bien. Lui non plus. À chaque fois, c'était une déception pour lui. Donc, il y a eu des moments de solitude et d'isolement. Vraiment. Vers qui tu te tournais dans ces moments-là ? Mes amis d'enfance. Ouais. Toujours. C'est ton noyau dur. Toujours. J'ai toujours eu la chance d'avoir la famille cette famille quoi, qu'on choisit, qu'on se choisit, qui est toujours là pour te rattraper la main quand ça va pas, pour te cajoler quand tu vas. Enfin, je veux dire, elles font partie de moi. On se connaît par cœur, on n'a même pas besoin de se parler, en fait. Les médecins qui vous accompagnaient, vous en avez changé ? C'était comment l'accompagnement médical ? Ce premier gynécologue que je suis allée voir et qui me dit si vous voulez que je vous aide, dites-vous bien une chose, c'est que vous avez autant de chances de faire un enfant naturellement que de gagner au loto, donc ça va passer par des traitements. Déjà, il a fallu 1 an pour que je l'intègre. J'avais des cycles qui étaient très sporadiques. D'accord. Et quant à Pierre, lui, c'était pas le top du top en termes de... Donc tous les deux, il y avait... il y avait un mismatch en fait. D'accord, ok. Et donc voilà, et en fait, j'ai perdu 1 an à aller voir d'autres médecins sur d'autres méthodes alternatives. Et en fait, ça n'a rien donné. Donc arrive l'été 2013. Et donc on était à Mazan, chez mes parents. Ah oui. Parce qu'entre-temps, tes parents avaient déménagé. Avaient déménagé en mars 2013. Ok. Dans cette région du sud de la France, dans le Vaucluse. À laquelle vous étiez attachés ? Très. Enfin, c'est pas tant la maison qu'on était attachés à mes parents. Et donc, pour en revenir à cet été-là, je dis à mon mari, écoute, il va peut-être falloir songer à l'adoption. Lui était pas trop chaud au départ. Et puis, il me dit, écoute, investigons. Bon, quand on me dit ça, moi, investiguer, c'est-à-dire que c'est un peu acté. C'est-à-dire que 2 mois après, je l'emmène déjà à une réunion d'information pour qu'on puisse déposer un dossier. Ouais. À cette réunion d'information, on nous prévient. Alors bon, on nous explique que ça va être très très long, c'est très laborieux, que si on veut un petit de 3 mois, ça peut prendre 5 à 7 ans. Par contre, si on est prêt à prendre des enfants un peu plus âgés, voire même issus de viols ou d'agressions sexuelles, ça peut aller beaucoup plus vite. Et en fait, moi, je sors de ce truc-là. Et je dis à Pierre, mais je peux pas. Je peux pas me dire qu'on va partir là pour 7 ans, au mieux du mieux, pour avoir notre enfant. Non. Donc il reste quoi comme option ? Il reste quoi comme option ? C'est qu'à ce moment-là, je lui dis, on va aller revoir le docteur Kuttner. Ah, le premier. Et donc, docteur Kuttner me reçoit avec mon mari. Et là, il me dit, ça fait quand même très longtemps que je vous ai pas eu, madame. Il te demande si tu as joué au loto entre-temps. Du coup. Et il me dit, mais alors pourquoi ai-je l'honneur de vous avoir aujourd'hui dans mon cabinet alors que ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans qu'on s'est parlé et qu'il ne s'est rien passé. Et donc là, je lui raconte que j'ai super mal vécu
ce qu'il m'a dit ce jour-là. Bien ou pas, je me suis tournée vers d'autres médecins et que force est de constater que ça n'a pas fonctionné. À ce moment-là, il m'a regardé et il m'a dit « Mais alors, qu'est-ce qui va vous dire que moi, je vais vous prendre maintenant ? Alors qu'il y a 2 ans, vous m'avez dit, vous ne m'avez pas cru ou vous ne m'avez pas donné votre confiance, quoi. » Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Parce que c'est la voie de la dernière chance. Et vous ne pouvez pas me lâcher. » Mais la blague, c'est qu'en fait, Maxime est arrivé naturellement. Bah ouais. C'est fou parce que il a fallu passer par faire péter tous les verrous qui devaient sans doute exister quelque part chez moi ou chez mon mari, peu importe. Mais il se trouve qu'en fait, dans le mois qui a suivi, je suis tombée enceinte. Donc on n'a jamais démarré les traitements avec Kuttner. Mais il t'a quand même suivi. Mais il m'a suivi. Et il m'a accouché. Mais... C'est fou. Hein. Et donc en fait, c'est ça, c'est que... T'avais envie... Ouais, c'est ça, ton cerveau avait éprouvé une PMA, envisagé l'adoption. Ouais. Et en fait, t'as lâché. Il faut être passé par la case adoption en me disant « Ah mais ça va pas être possible », me le représenter en fait. Et digérer ce que t'avais dit Kuttner quand même quelques années auparavant. Et finalement, 1 mois et demi après, je tombe enceinte. T'avais commencé quand même le traitement avec Kuttner mais ou non, pas du tout, mais même pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Juste, il y avait eu ce rendez-vous. Il y avait eu ce rendez-vous. Et il t'avait dit, c'est bon, je vais vous suivre. Ouais, voilà, je vais vous suivre. Et en plus, derrière, il se trouve qu'on dîne avec le cousin de mon mari et sa femme. Et elle me dit, mais tu sais, tu devrais quand même, si t'es mal réglé, tu devrais quand même faire tes tests de pré-ovulation, etc. Ah bah oui. Que je n'avais jamais fait. Ah bah ça. Et donc, ce soir-là, je rentre et de ce dîner, et elle m'avait filé 3-4 tests. Et donc, je fais le test. Mais vraiment, hein, ce jour-là, je fais le test. Samedi, à 1h du matin. Et je dis à Pierrot, oh, je suis en pleine phase d'ovulation. J'ovule. Il faut y aller. Et le lendemain, on avait des copains qui débarquaient de Toulouse pour 1 semaine. À la maison. Ah oui, donc pas idéal. Pas idéal. Mais quand même, on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà, on s'en fout, on y va. On y va. C'est la fenêtre de tir, on y va. Salut les gars, à demain. Nous, on va se coucher. Voilà, c'était ça. Faites comme chez vous. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais je revois Séverine et Michel qui me disent « Bon ben, on va pas vous déranger. Non, mais excusez-nous, on a du travail. On a beaucoup de travail. » Et donc, vous attendiez de se faire ce test. Et non, mais le test, en fait, je l'achète. Il y a un faible positif. Donc là, je ne vois pas bien ce que je suis en train de voir. Donc j'appelle mon mari, j'appelle Pierre. Et là, il me regarde. Et alors là, je crois que j'ai jamais entendu mon mari à ce point hurler dans la maison. C'est-à-dire que si j'avais pu faire 3 saltos, 4 saltos arrière, c'était l'explosion de joie, quoi. Bah, c'était génial. Et en fait, moi, j'ai adoré. Alors, les 3 premiers mois, j'étais très, très malade. Ouais. C'était terrible. C'était vomito. Ça, c'était terrible. C'était terrible. T'arrivais à aller bosser quand même. Non, bah oui, mais alors, c'était 15 fois par jour. 15 fois par jour. Et au bout du 4e mois, bonheur total, plus rien. Ah, génial. Il y avait déjà des petits-enfants dans la famille. Oui, il y avait Ton déjà... grand frère avait des enfants. Voilà, David avait déjà 3 enfants. Et mon petit frère avait déjà, lui aussi, 2 enfants. Donc, vos parents étaient déjà grands-parents de 5 petits-enfants. C'est ça. Ils étaient comment, grands-parents ? Très proches des enfants. Je sais que Dominique passait beaucoup de temps à faire les devoirs, par exemple. Je le revois sur la terrasse faire les devoirs, faire des jeux, Rubik's Cube, les petits chevaux. Il jouait pas mal au foot aussi avec Nathan. Il les prenait pendant les vacances Mes parents les prenaient et ils les géraient, ouais. Ouais, c'est ça. Et quand mon fils est né, ça a été un peu c'était l'enfant de la fille, donc... Il avait une place particulière, cet enfant ? Ouais, il avait une place particulière pour ma maman, mais aussi pour Dominique. Ouais. Parce que sur les 6 premières années de la vie de mon fils, ils ont noué une relation qui était très... j'ai pas envie de dire fusionnelle, mais c'était son papou. Ouais. Il aimait son papou. C'était vraiment une figure qui faisait partie de sa vie, quoi, de son tableau. La suite a été difficile pour lui. Et tu dirais que tes parents ont tissé un lien peut-être un petit peu particulier avec ton fils, du fait que c'était celui de leur fille ? D'abord, les semaines qui ont précédé sa naissance, ils sont venus 1 mois chez moi. Waouh ! Ah ouais, c'était ta volonté ? Ils voulaient être là pour la naissance du petit. Enfin, c'était vraiment un truc... c'était l'événement, quoi. Bah ouais. Mais pas chez vous ?
Bah, chez moi, si. Mais si, non, mais moi, mes parents venaient chez moi, pouvaient passer 3 semaines. Enfin, on était une famille, on était très proches. Quand je dis qu'on était très proches, c'est qu'on était vraiment très proches. Ah ouais. Il n'y avait pas d'ombre au tableau, quoi. Donc tes parents viennent 3 semaines avant, 1 mois avant la naissance qui était prévue du coup. Donc la naissance de Maxime était prévue aux alentours du 23 juillet et en fait il est arrivé le 25 juillet. Ok. 2014. Ah oui, donc vous avez eu le temps de passer ce mois vraiment ensemble et d'attendre l'enfant. Et d'attendre l'enfant prodige. Et donc voilà. Comment s'est passé l'accouchement ? Oh là là. L'accouchement. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on n'a pas de référentiel, on arrive, on se dit bon, ça va être génial. Hein. L'infirmière me dit, quand elle me fait le monitoring, elle me dit oh là là, c'est pas le Pérou, c'est pas l'Amérique, ça monte pas, ça descend pas, on n'y est pas là encore. Ah oui, donc t'étais pas rendue. J'étais pas du tout au début du début quoi. À ce moment-là, je sais pas ce qui m'attend. Mais ça va être quelque chose. Parce qu'en fait, pendant 24 heures, ils vont me mettre sous monito, il va rien se passer. Donc le lendemain, à 15h, ils vont me descendre en salle d'accouchement et ils vont me déclencher. Et là, le déclenchement est quand même une épreuve. Ça fait très mal. Ouais. Je suis au 36e sous-sol. Je manque de tomber dans les pommes. Ça me donne envie de vomir tellement les douleurs sont hyper intenses. Et en fait, mon col va pas beaucoup se dilater. Il va se dilater d'à peine 3 cm. Donc à ce moment-là, ils vont me mettre sous péridurale. Ah oui. Et après... Que tu souhaitais, de toute façon. Oui. Ah oui. Non, faut quand même pas. Non. Oui, donc finalement, au bout d'1 heure, j'étais sous péridurale. D'accord. Sinon, Donc t'as douillé pendant 1 heure. 1h15. 1h15. Et dans ces moments-là, le quart d'heure compte. 1h15. Et il a fini par arriver... À 20h25. Ils m'ont descendu à 15h. Ok. Et il est arrivé à 20h25. Par voie basse ? Par voie basse. Eh ben, magnifique. Avec une triple circulaire. Et moi, à ce moment-là, triple circulaire, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me dis... non, c'est quand on est dans la salle d'accouchement et qu'on entend son... Donc, la tête est en train de sortir. Ça, c'est quand même assez impressionnant parce que j'avais quand même la péridurale, mais quand même, tu sens la tête passer, quoi. Et là, j'entends donc mon cher Kuttner dire... parce que c'est Kuttner qui était là. C'était Jean-Pierre Kuttner qui m'accouche et qui me dit « Ouh là là, triple circulaire. » Et là, je vois la scie, je sais pas pourquoi dans ma tête. Une scie pour couper... Ah, une scie circulaire. Il va prendre une scie pour couper le... quoi ? Mais pour couper quoi ? Ah oui, la circulaire, ça te fait penser à une scie circulaire. Bah oui, la triple circulaire. Et en fait, ce que j'ai compris après... c'est qu'il avait le cordon ombilical qui faisait 3 fois le tour autour de son cou. Tu m'étonnes que c'était pas l'Amérique. Voilà. Bah oui. Mais tout allait bien au meilleur des mondes. Il est arrivé et là, Pierre s'est mis à faire des photos alors que j'étais dans... T'étais peut-être pas au max dans le de gaz. Ton glow. Et jamais. Il s'est pas arrêté. Il en a fait 15, 20, 30. Oh, mais c'est T'as juste envie de lui génial. dire à un moment donné, arrête. Non, arrête. Tu sais, il y a tellement de femmes qui se plaignent que leur mec ne les prend pas en photo. Franchement, estime-toi heureuse. Non. Donc, moment de bliss. Ah, je reverrai toujours cette image. Ouais. Ah ouais, c'était ces grands yeux comme ça. Donc, ça y est, vous êtes 3. Comment se passe le retour à la maison ? Du coup, tes parents sont là ? Non. Ah non, ils sont partis entre-temps. Que nous. Comment se passent les présentations ? Ils rencontrent quand même leur petit-fils ? Alors, ils sont venus à la mater. Ah, ils sont venus à la mater. Ils sont venus à la mater, évidemment. Là, c'était... Enfin, ma mère était aux anges. Et Dominique paraissait heureux. Je peux dire que ça parce que maintenant, j'ai du mal à... Quand je reviens sur ces séquences de vie, je sais pas dire ce qu'il a dans la tête. Ah ouais. Je sais pas dire ce qui le rendait profondément heureux quand il était avec nous. Enfin, ça restera toujours un mystère pour moi, de toute façon. Sa construction psychologique, ce qu'il avait à ce moment-là, ou même ce qu'il a eu pendant des années dans la tête. Mais sur son visage, t'as vu de l'émotion quand même ? T'as vu du sourire ? Mais ouais, j'ai vu un grand-père heureux, fier. Fier de voir arriver ce petit garçon avec qui, en plus, il va tisser des liens, quoi. Des liens affectifs, éducatifs. Enfin, il va tisser quelque chose avec mon fils. Du coup, entre la naissance de Maxime et la révélation des faits en 2020, il s'est écoulé 6 ans. 6 ans. Donc, il y a eu 6 ans de bonheur.
d'innocence, de bonheur. 6 ans de réunions de famille, de moments ensemble, de souvenirs, des soirées de jeux, de danse, de chant. C'était la maison du bonheur, en fait, Mazan, pour nous. Hein. C'était quand on y allait, on partait pour 3 semaines. On faisait plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la région. Mais on était souvent très ensemble. En fait, on était heureux d'être ensemble, de partager les déjeuners, les apéros, les dîners. Et donc, vous y alliez, les 3 frères et sœurs, chez les parents? À tour de rôle. Mais nous, à tour de rôle. Pierre, Maxime et moi, nous sommes ceux qui y sont le plus allés. Est-ce qu'il y avait toujours de la musique, de la joie, de la danse? Il y a toujours eu de la musique, il y a toujours eu les apéros joyeux, festifs, il y a toujours eu des jeux de société. Des jeux de société, Trivial Poursuite, Money Drop, où on se faisait des... Avec les grands-parents. Avec les grands-parents, bien sûr. Tard. Puis, parfois, on pouvait passer des heures à discuter jusqu'à 1h du matin. De discuter de tout. D'aller se coucher et le lendemain se faire une grande balade en vélo de route, Pierre, mon père et moi. Vous deviez même faire figure un peu d'ovni, parce que c'est vrai que c'est rare, des enfants qui sont parfois aussi proches des parents, qui passent autant de temps. Je te dis ça parce que moi je fais pareil avec mes parents et qu'on me dit mais comment tu fais pour passer autant de temps avec tes parents, avec tes frères et sœurs, t'en as pas marre? Et je peux dire aussi que moi j'adore ça et que c'est trop cool et que c'est trop chouette d'avoir une famille comme ça aussi. Quand t'as cette soudée, chance-là, quand t'as ça. Mais c'est vrai que parfois les regards, les réactions sont un peu interloquées. Non, t'as pas senti ça? Moi j'ai eu ça pendant longtemps, mais c'est pas ça que j'ai eu moi. Mes amis d'enfance m'ont souvent dit la chance que t'as d'avoir le père que tu as. Ah, le père. C'était focalisé sur ton père. Parce qu'elles n'avaient pas cette relation avec leur père. C'est fou. Et donc oui, parce qu'elle le voyait m'emmener à l'école, être là derrière moi, me soutenir dans mes études, dans mes projets. Ah oui, donc dès petite. Mais d'ailleurs, elles disent, nous, on t'enviait, quoi. On enviait le père que t'avais, Caro. Et ça a continué jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'après, elles ont envié le grand-père qu'il était. Elles ont surtout envié la relation qu'il y avait entre mon mari et mon père. Ah oui. Il y avait une vraie complicité, il y avait une relation de confiance absolue entre... Pierre vis-à-vis de mon père. Il y a même un été où on est parti en Corse, à Tizzano, tous les 4, bien avant la naissance de Maxime. On a passé 3 semaines à Tizzano à faire la fête. Tous les 2 avec tes parents? Avec mes parents. Mais en fait, c'était une relation... presque plus amicale, mais on avait une vraie complicité. Quand je dis qu'on était proches, c'est proche, quoi. Oui, vous préfériez être avec eux? Mais on s'éclatait beaucoup plus avec mes parents qu'avec certains potes, en fait. Mais c'est ça. En fait, non mais on va pas se mentir. En vrai, c'était ça. Cet été-là, on a vécu un été, mais c'était génial, quoi. Génial. C'est surréaliste. Bah oui, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Mais c'est pour ça que je te dis que cette affaire, elle est dingue. Ouais. C'est que c'est pas... le pire, c'est maintenant, on sait aussi sa trajectoire. C'est-à-dire qu'on sait que ça n'a pas démarré en 2011. Et c'est le pire, en fait. C'est de se dire, mais comment j'ai pas su voir qui était véritablement l'homme qui m'a élevée et pour qui j'avais un amour inconditionnel, quoi. Ouais. Tu vois ? On saura jamais. Bah non, on saura jamais. Mais pour autant, moi, j'aimerais bien savoir. Ouais. Parce que j'aimerais savoir le nombre de victimes, en fait. Combien de cadavres dans les placards ? Pour moi, c'est ça qui est vraiment dur. C'est moi qui faisais une confiance aveugle en Dominique. Jamais je l'ai vu dévisager une femme, porter un regard salace ou vicieux. Il a jamais fait de vannes complètement hors cadre, hors champ. Oui, pourtant, il aurait pu, pas faire des vannes hors champ, mais vu la complicité que vous aviez, qui était presque amicale, il aurait pu jouer au séducteur ou avoir des remarques sur... Et en même temps, je me souviens d'une conversation, de plusieurs commentaires de sa part à l'égard de ma meilleure amie Marion, pour qui il avait une espèce d'adoration. Parce que quand il la voyait arriver à la maison, il disait « Ah là, on dirait Fanny Ardant, j'aime son côté mystérieux. » C'était presque devenu une private joke. Ok. Et en fait, quand on repense à cette période-là, je me dis, mais en fait, il avait quoi dans son disque dur quand il parlait de ça, lui, que moi, j'ai pas su décrypter, quand je sais que en 99, il a tenté de violer une jeune fille qui avait mon âge. 99, j'ai 20 ans,
Elle a aussi 20 ans. Ouais. Ouais, ça démarre dès Ça là. démarre dès là. En fait, Mazan, c'est pour moi, c'est ce que je dis, c'est le procès qui cache la forêt de toute la trajectoire criminelle de Dominique Pellicot. Et c'est hyper flippant quand tu te dis, mais attends, moi, j'ai vécu sous le même toit que mon père, qui partageait une partie de mon placard dans ma chambre à Gournay-sur-Marne. Arriver à faire cette dichotomie dans ta tête et de te dire, il avait une face A et une face B. On se demande comment un être humain peut autant cloisonner et effectivement être dans deux couloirs de nage, C'est ça. couloirs de vie, Mais hyper différents. bien organisé. C'est-à-dire bah qu'à oui. aucun moment. Jamais ça se croise. Mais il le fait en pleine conscience. C'est ça le pire. Donc, le 2 novembre 2020. 2020, comment ça se passe? C'est Pierre qui reçoit le coup de fil? C'est toi? C'est 2 novembre 2020, c'est Pierre qui va recevoir un coup de fil. parce que toi, t'es pas joignable? Ou Moi, c'est non, lui non, qui- c'est qu'ils veulent pas, ils veulent pas m'appeler moi d'abord. Ah, c'est ça. Ils veulent appeler Appeler Pierre. Pierre. La première personne à qui ma mère demande d'appeler, enfin, quand elle est au commissariat après avoir passé 5 heures en interrogatoire, etc., et qu'on lui a montré ce qu'on lui a montré, on lui demande la première personne qu'elle va appeler et elle dit mon gendre, Pierre, Ah ouais. Avant ses fils, même. avant ses fils. Parce qu'elle se dit, c'est lui qui est le plus capable d'encaisser ce que je Parce vais lui que dire. c'est celui qui est le plus proche de nous, mais qui à la fois n'est pas l'enfant d'eux, Eh oui. et qui va pouvoir sans doute l'aider à amorcer la pompe, parce qu'il faut quand même se dire que derrière, il y a quand même 3 enfants Ouais, à qui il faut dire ça? à qui il faut annoncer cette annonce qui est juste une hécatombe, en fait. Ouais. Et donc voilà, c'est Pierre qui va recevoir le premier coup de fil, il va recevoir un message vocal de l'officier de police du commissariat de Carpentras, il va le rappeler à ce moment-là, il va lui dire, écoutez, voilà, il se passe quelque chose de très grave. Et en fait, il va pas tout lui dire au téléphone, mais en substance, il va lui dire qu'il est en garde à vue et que ça concerne sa femme. Et derrière, il va avoir ma mère au téléphone qui va tout lui raconter. Et là, il s'effondre en fait. Enfin, il s'effondre. Il s'effondre est pas tout au de boulot? suite. Non, il est à la maison. Ah, Moi il est à aussi, la- je suis à la maison. Ah, Parce vous que- êtes tous les deux chez vous? Moi, je suis en télétravail à ce moment-là, parce qu'on est en pleine période Covid. Hein. Oui, bien sûr. Et lui, comme il est en horaire décalé déjà à l'époque, il est déjà rentré à la maison Ok. en début d'après-midi. Mais simplement, ils ont passé un pacte avec ma mère. Ma mère lui demande de ne pas me parler avant qu'elle m'ait eu au téléphone, mais sans doute pas avant le début de la soirée. D'accord. Donc lui, entre 14h30 et 20h, il doit se préparer à cette annonce qui va arriver par téléphone. Et il sait déjà que ma vie sera plus jamais la même. Mais il fait comme si de rien n'était, quoi. Il va chercher Maxime à 16h30, ils reviennent. Ah ouais. À 19h, j'éteins mon ordi. Vous voulez manger japonais? Je vais vous acheter japonais. Ok, très bien. Et je pars. Et sur la route, j'appelle ma mère une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parce que d'habitude, elle décroche. Tu l'appelles tous les jours, ta Ouais, maman? à ce moment-là, je l'appelle tous les jours. Quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Ok. Et elle décroche pas. Et elle finit par décrocher. Elle me dit, je te rappelle, je peux pas te parler. Putain, c'est bizarre, c'est pas dans son habitude. Je vais récupérer ce que j'ai commandé. Et au moment où je rentre à la maison, mon téléphone sonne. Je suis en train de monter les escaliers pour poser les sacs sur la table. Et elle me dit, écoute Caroline, il faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose de très grave à t'annoncer. Et à ce moment-là, je regarde autour de moi. Quelques heures avant, ma belle-sœur Véronique est arrivée pour soi-disant passer faire un coucou à Maxou, parce qu'elle est la marraine de Maxime. Et en fait, c'est Pierre qui l'a appelé pour lui dire, écoute, il faut que tu viennes mettre Maxime dans une pièce à part dans la maison, parce qu'à 20h, sa mère va appeler. Et là, je sais pas ce qui va se passer dans la tête de Caroline. Elle est pas au courant, ta belle-sœur. Elle est au courant, si, lui a dit. Ah, il lui a dit. Il est obligé de lui dire pour qu'elle... C'est la femme de David. Non, c'est la Véro, femme de- c'est la sœur de Pierre qui vit Ah, à pardon, proximité. la sœur de Pierre. Oui, oui. Ok. Donc, ta mère te raconte tout à ce moment-là. À Ma 20h, mère, à ce 2 25, novembre. à 20h25, ma mère m'appelle et me dit, il faut que tu t'assoies. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je lui dis, mais pourquoi? Et je sens au son de sa voix que c'est très grave. Et là, je lui dis, c'est papa, il est arrivé quelque chose à papa. Et pour moi, si tu veux, je me dis, elle va m'annoncer qu'il a le Covid, il est en réa, il va mourir. Ah oui. Comme il a des problèmes respiratoires Ah ouais. et qu'il dort avec un masque la nuit, je me dis, elle va m'annoncer qu'il est en train de mourir. Et en fait, quand elle me dit, écoute, oui, c'est ton père, mais c'est pas du tout ça. Il y a cette fraction de seconde où j'entends... je viens de découvrir que ton père me droguait pour me violer et me faire violer par d'autres hommes. Et en fait, c'est tellement
lunaire à intégrer, que le cerveau ne le... Tu l'entends, Ouais. tu sais la gravité des propos, mais tu peux pas l'intégrer. Ça imprime pas. Ça n'imprime pas. Et je lui demande de répéter. Et au bout de la deuxième phrase, enfin de la deuxième fois, en fait, ça monte jusqu'au cerveau. Et là, c'est comme s'il y avait une déconnexion. Les deux fils se touchent, en fait. C'est comme s'il venait d'avoir un putain de court-circuit. Et ça explose dans ma tête. Et en fait, je me mets à hurler dans le salon. Et mais hurler. Un cri que je sais même pas comment j'ai fait pour le sortir. Parce que c'est un cri de douleur, de trahison, Je comprends pas ce qui se passe. Et la Maxime, il est où ? Il est dans une pièce à part, dans l'aile de notre maison. Et il est préservé de ça parce que sa tante fait le nécessaire avec la musique, les jeux, etc. Mais c'est un moment où j'ai l'impression d'être en plein milieu d'Hiroshima dans ma tête, quoi. C'est un tremblement de terre. T'es la première de ses enfants qu'elle appelle. Ouais. Après, elle va appeler David et Florian. Ouais. Et Pierre, en fait, il est à côté de toi à ce moment-là ? Il est dans la même pièce ? Ah ouais, il te voit hurler ? Ah, il me voit hurler, oui, oui. Et cette nuit-là, elle est horrible parce que on est dans un entre-deux. On se dit c'est pas possible. Et en même temps, bah si c'est possible. Et en même temps, on sait qu'il est en garde à vue, qu'il va être incarcéré. Mais la prison, c'est quoi ? Enfin, c'est tout qui se mélange et qui vient se percuter cette nuit-là. Je ferme pas l'œil ou très peu de la nuit. Et surtout, on décide de dormir tous les trois serrés. Maxime au milieu. Et le lendemain, je vais prendre le train avec mes frères pour aller à ce commissariat, comprendre ce qui se passe, que des hommes de police nous expliquent ce qui se passe. Parce que pour nous, c'est complètement... on se dit, mais ça peut pas exister. Il doit y avoir une erreur. Toi, on en a encore à se dire. Ouais. Il doit y avoir une erreur quelque part. C'est pas possible. Ouais. Ils ont dû se planter, les mecs. Ils ont dû se planter. Est-ce que, spontanément, t'as envie d'appeler ton père ? Non, je pense pas à l'appeler parce que je sais que c'est impossible. Ouais. Oui, parce qu'il est injoignable étant en garde à vue. Et surtout, quand on arrive le lendemain au commissariat et que je demande à lui parler, on me dit non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est en garde à vue et qui va être transféré au parquet, devant la juge. Donc, en fait, tu arrives dans ce commissariat, tu sais que ton père est dans les geôles en bas, que tu ne le reverras pas, parce que c'est ça qui se passe en fait, hein. C'est que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quelques mois auparavant avec mon fils. Et entre-temps, on s'est fait des visios et basta. Et en fait, le 2 novembre, à 20h25, on m'apprend ça. Le 3, il est encore là, mais il est dans les geôles. Et il va être, de toute façon, c'est ses dernières heures de garde à vue. Et comme il a avoué en partie les faits, c'est plié. Il est renvoyé directement vers la juge d'instruction et des mises en liberté qui va l'incarcérer. Donc tu demandes à voir ton père pour lui dire toute la haine et l'incompréhension que tu viens d'apprendre, mais tu ne peux pas. Et ça va durer 4 ans jusqu'à ce qu'on se revoie le 2 septembre 2024, pour la première fois. Vous vous êtes pas du tout jamais croisés, jamais confrontés, jamais. T'aurais aimé ça ? On me l'a proposé, ouais. Mais quand j'ai compris en fait la psychologie du criminel que je ne connaissais pas, je me suis dit que ça ne servirait à rien parce que j'allais être en face d'un mur et que j'avais pas envie de vivre ça. Et qu'il y aura le temps du procès et qu'il aura eu 4 ans pour se préparer lui à me dire la vérité, en fait. Et cette vérité qui n'est en fait jamais arrivée. Ouais. Donc tu découvres ça en novembre 2020. Est-ce que tu sais assez rapidement qu'il va y avoir 4 ans avant le procès ? Pas du tout. Vous naviguez totalement à vue. On navigue à vue totale. Il y a le 2, il y a le 3, on arrive au commissariat, on découvre qu'ils sont à peu près une quarantaine, alors qu'en fait, on va découvrir qu'ils sont au gré de l'instruction, qu'ils ont été plus de 80, mais qui vont être que 51 mis en examen. On découvre l'horreur des sévices qu'a vécu Gisèle. On découvre les dosages qui lui étaient administrés. Et ça, ces révélations, elles s'étalent sur combien de temps ? Sur 2 ans d'instruction. 2 ans. Ce que je sais très vite, moi, c'est à partir du moment où je débarque dans ce commissariat de police le 3 novembre 2020, ils me reconnaissent tout de suite sur les photos qu'ils ont découvertes. Voilà. Donc, tout de suite, tu sais qu'il y a des photos de toi. Pas tout de suite, parce qu'ils n'osent pas tout de suite te le dire. Non, me le dire. Donc, ils préfèrent que
je reparte avec mon frère et ma mère à la maison, laisser passer quelques heures et me rappeler pour me dire on a des clés USB à vous remettre. Mais à ce moment-là, les 18h. Ok. Est-ce que vous pouvez revenir au commissariat ? Et là, je dis, je comprends pas, ça peut pas attendre demain. Non, parce qu'en fait, ils sont déjà sur les dernières heures de la garde à vue et que si je dois porter plainte contre Dominique, il faut que ça se fasse à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc tu y retournes. Je reviens avec mon frère Florian pour le coup. Et c'est là où ils vont me présenter ces photographies. Que tu vois sur leur ordinateur ? Ils me les ont imprimées ils te les ont en 1/4. Et là, c'est l'enfer parce que tu as une phase de dissociation au départ où tu dis c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Première photo, c'est pas moi. Mais en fait, t'as quand même un truc qui dit ça me dit quelque chose, c'est drap et tout. Mais non. Et la deuxième, je dis non, ça me dit rien. Et là, il y a ce fameux officier de police que je reverrai toute ma vie qui me dit mais madame, vous avez bien une tache brune sur la joue droite. Et là, je regarde les photos. Et là, je fais ce qu'on appelle une crise de tétanie. Parce que ça monte au cerveau. Et là, je me reconnais. Et c'est une photo de toi en sous-vêtements ? Dénudée, allongée sur le côté comme les mamères sur la majorité de ces photographies. Avec une certaine posture. On voit mes fesses en gros plan qui ont été relevées sur le côté, la couette sur le côté. Les sous-vêtements, c'est des sous-vêtements qui t'appartiennent ? Mais en fait, ces 2 culottes que j'ai n'est pas la mienne. Et surtout, c'est la même sur les 2 photos qui ont été prises à 2 endroits différents, dont un, je ne sais pas où je me trouve. Je ne reconnais pas l'endroit. Je ne sais pas où je suis à ce moment-là. Et l'autre qui se trouve être chez moi dans ma maison à Saint-Rémy. Là où je vis aujourd'hui, dans le 78. Ok. Et tu es endormie, inanimée. Je suis inanimée. Sur le lit. Inanimée. Sur 2 lits différents. 2 lits différents, la couette sur le côté, même posture au limite. Même posture. Même mise en scène. C'est la même mise en scène. T'es juste en culotte ? Je porte un haut qui est différent. Ouais. Mais par contre, je suis en culotte et la culotte, c'est les 2 mêmes sur les 2 photos, mais c'est pas ma culotte. Mais c'est une culotte, on sait pas. Sans doute celle de ma mère. Ok. Elle l'a reconnue, ta mère ? Non, mais ma mère, c'est ouais. 2 photos, c'est pour elle, c'est regardable. C'est pas que c'est regardable, c'est que pour elle, c'est juste une jeune femme qui dort. D'accord. Ok. T'as quel âge sur ces photos ? 2016, 39. Oui, donc t'es déjà... 40. T'es maman. Maxime est déjà là. Oui. Maxime est déjà là. Il a 2 ans. Est-ce que tu as des flashs, des réminiscences Rien. Est-ce que Pierre et Maxime peuvent être partis La nuit, oui. Oui, bien sûr. Il y a eu des soirs où tu étais toute seule chez toi. Mais évidemment, mon mari est journaliste, il travaille de nuit. Lui, il se couche tôt. Ouais. Parce qu'il se lève tôt. Ouais. D'accord. Et Maxime, il y a eu des moments où Maxime, il dormait chez sa tante. Ah oui, voilà. Donc tu t'es retrouvée parfois seule chez toi. Il y a eu des soirs où j'avais pas Maxime, bien sûr. Bien sûr, où tu étais seule chez toi. Et est-ce que ça t'est arrivé de te retrouver avec ton père, tous les deux seuls chez toi ? Alors oui, ça m'est arrivé quand je faisais des examens médicaux, par exemple. Où il venait tout seul pour m'emmener faire mes examens médicaux le lendemain. Je pense notamment à une coloscopie que j'ai faite en 2017. Est-ce que c'était à ce moment-là ? J'en sais rien. Il n'y avait pas ma mère, il n'y avait que moi. Et ce soir-là, il fallait bien que Maxime dorme chez sa tante, parce que c'était le lendemain matin, il fallait l'emmener à 8h, tu vois. Et pourquoi c'est lui, il est venu de Mazan pour t'accompagner ? Ouais. Donc ça, par exemple, c'est une soirée que vous avez passée tous les deux chez toi. Il y avait Pierre, jusqu'à ce que Pierre aille se coucher aux alentours de 21h30. Et qui partent le lendemain matin à 2h du mat. Exactement. Oui, donc à 2h du mat, c'est en pleine nuit, quoi. C'est ça. Ouais. Parce que c'est des photos qui sont prises la nuit ? Oui. Ça, oui. Ouais. C'est 2 photos. Mais en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour moi de te dire quand est-ce qu'elles ont pu être prises et comment. Parce que je les découvre, ces photos, moi, il y a 4 ans. Bien sûr. Je sais pas, je ne connais pas, je sais même pas le mode opératoire qu'il a utilisé, tu vois, dans quel sens ça s'est fait, quoi. Je ne sais pas. Donc, très vite, dès le premier jour, tu sais que, a priori, tu as été aussi victime de ton père. C'est surtout que je le ressens et que ça va quand même m'emmener... je vais glisser jusqu'à ce que je craque et que je finisse 48 heures à l'hôpital psychiatrique où ils vont devoir me sédater, quoi. Ouais. Parce que le choc émotionnel est tel, je n'arrive pas à réaliser d'abord ce que mon père a pu faire et subir à ma mère,
mais que mon père ait pu porter un regard incestueux sur sa fille. Alors que rien ne laissait paraître un mec déjanté, quoi. Ouais. Je pense que c'est différent quand on est né dans une famille où on est maltraité. Mais quand on n'a jamais été maltraité, quand on n'a jamais rien vu de déviant chez la personne, chez son parent, c'est... on tombe forcément de beaucoup plus haut. Je crois qu'on tombe et que je ne sais pas si on se relève vraiment d'un tel degré de trahison. Ouais. Il y aura toujours quelque chose de brisé à jamais, forcément. Après viendra le temps de la reconstruction, mais... C'est que moi, ce que j'espérais, c'est qu'il ait au moins l'honnêteté intellectuelle de dire les choses sur la genèse, l'origine de ces 2 photographies, pendant ce laps de temps qui était celui de la vérité pendant ce procès. Et quand tu vois qu'il louvoie en permanence et qu'il invente des versions et des élucubrations qui en fait s'éloignent presque plus même de la vérité, c'est encore plus flippant parce que tu te dis en fait... il est incapable de dire ce qu'il a fait, quoi. De le formuler et de le reconnaître. Et donc, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans un tunnel qui va durer donc 4 ans jusqu'au début du procès en septembre dernier, 2024. Comment vous vous organisez, comment les lignes bougent, comment votre fratrie va se souder, comment vous protégez vos enfants, comment vous racontez à vos enfants. Nous, on décide très vite de dire à Maxime la vérité. Ouais. Non pas toute la vérité, mais dès le début. C'est-à-dire que le 11 novembre 2020, on dit à Maxime, qui a alors 6 ans... qu'on a besoin de lui parler de son grand-père et on va lui expliquer que son grand-père a fait des choses très graves, qu'il est en prison parce qu'il a fait des choses très graves à sa grand-mère. Ok. Et là, il va me demander mais c'est quoi une prison ? À quoi ressemble une prison ? Et on va lui expliquer, on va lui dire qu'il ne reverra sans doute jamais plus son grand-père. Et comment derrière, il réagit ? Il pleure. Il va s'isoler dans sa chambre, il se met sur son lit et il pleure. Et à ce moment-là, on lui dit, tu sais Maxime, on comprend ta peine, parce que nous aussi, on est très peinés. Par contre, si jamais tu as besoin de discuter de ta tristesse et de ce que tu ressens à l'intérieur de toi avec un gentil docteur, il faut que tu nous le dises. Et en fait, c'est quelques jours plus tard où il va me dire un soir, maman, tu sais, j'aimerais bien que tu m'emmènes voir un gentil docteur pour discuter. Ouais. Et il va être suivi pendant 2 ans et demi. Vous êtes suivi aussi, vous êtes pris en charge à ce moment-là, psychologiquement. Moi, déjà, je suis prise en charge parce que j'ai fait 48 heures en HP. Ouais. Les pires de ma vie parce que je l'ai vraiment très très mal vécu. Et donc j'ai eu très envie, très vite, une fois que j'ai eu compris en quoi consistait un séjour en HP, c'est-à-dire en gros ça consiste à vous endormir, quoi. J'ai dit bah non, ça va pas être possible parce que c'est déjà le problème qui m'a posé. C'est ça. C'est déjà ce que tu vois. Ouais, ça n'allait pas là. Ça pouvait pas, ça pouvait pas en fait. Non. Parce que c'était précisément ce qui nous avait amené à notre chute. Donc non. Donc tu passes 2 jours dans 2 jours hôpital. Et je demande très très vite à en sortir. Ok. Et derrière, je suis suivie par ma cousine qui est médecin, déjà, qui met sous traitement antidépresseur. Et je suis arrêtée 3 semaines et après, je vais reprendre le boulot. Ok. Et surtout, je suis suivie, oui, je commence des consultations, mais en 4 ans, j'ai vu peut-être 5 psys différents pour essayer de trouver ce qui me correspondait le mieux. Et aujourd'hui, j'ai ce médecin qui, pour moi, me convient bien, mais mais évidemment, c'est pas suffisant. Mais je pense que le travail de nettoyage post-procès va être fondamental. Ouais, c'est sûr. Donc, il va prendre du temps. Comment vous faites avec Pierre pour rester une famille, pour rester des parents, toi pour rester une mère, quand la famille autour explose ? Quand la valeur famille explose. C'est Pierre qui a surcompensé. Ok. Vraiment. Il a surcompensé ces moments où moi j'étais ailleurs, quoi. Où j'étais prise ailleurs. Pendant 4 ans, entre l'écriture du livre et le lancement du mouvement et de ma mobilisation, mon engagement à l'égard de cette cause a fait que j'ai été beaucoup moins présente. Ouais. C'est vrai que cette affaire, c'est pas que ça a déplacé le curseur,
c'est pas que je me sens moins mère, je me sens maman. J'ai besoin de mon fils, mais j'ai besoin de m'épanouir autrement. Ça ne s'explique pas, mais je pense que j'ai tellement eu du mal à me défaire, en fait. Enfin, j'en serais presque émue d'avoir à dire ça comme ça, mais de me défaire, en fait, de cette image, en fait, paternelle, que, en fait, c'est quelque chose d'insurmontable. Et donc, parce que c'est insurmontable, j'ai besoin d'être ailleurs que dans la parentalité. De surmonter plein de choses, mais d'entreprendre plein de choses. Ouais. Il y a un peu de ça. C'est pas une fuite en avant. Non, mais c'est d'avoir un autre endroit. Mais j'ai besoin, je pense aussi je pensais pas avoir autant d'émotions comme ça, mais et puis après tout, ça fait du bien de dire les choses comme elles sont, parce que voilà. Mais je pense que quand on vit des choses très dures comme ça, à l'âge qu'on a, ça influe sur la femme que l'on est, et ça influe sur la mère que je suis. Et c'est vrai que je suis beaucoup moins. Je pense que ça m'a enlevé quelque chose, enfin pas de l'amour, j'ai de l'amour infini pour mon fils, infiniment grand. C'est la personne la plus importante de toute ma vie, mais tout ne peut pas se circonscrire à ça, pour moi, parce que je sais le mal que ça fait quand ça s'arrête. Et c'est presque, j'essaye de me dire, presque de le préparer à ça aussi, parce que quand ça s'arrête, il y a un deuil qui est impossible. Ce qui est sûr, c'est que moi, après ça, il va falloir que post-procès, que j'arrive à mieux gérer ma place de maman. Bah oui. Je pense que je ne serai plus jamais la même. Bah, c'est évident. Et je pense que Pierre en a conscience. Après, il me dit, fais gaffe quand même. Fais gaffe à conserver cette part très précieuse avec ton fils. Il est toujours là pour me le rappeler à l'ordre, en fait. Et ça te fait du bien d'être rappelé à l'ordre? Tu sens que tu en as besoin de temps en temps? Mais oui, il est là. Heureusement, il est là pour ça. Parce que c'est un juste équilibre. Et il a raison. Et d'ailleurs, il a raison, comme me le dit ma psy. Ménagez-vous. Pensez aussi à vous et à la relation que vous avez avec votre fils. Parce que quelque part, en miroir, comme la mienne avec mon père, et indirectement avec ma mère, a été entachée, inconsciemment, ça doit sans doute générer quelque chose d'à contre-courant, en fait. Bah, bien sûr. Et c'est fou parce que je t'en parle, parce que j'en prends conscience, et en même temps, je sais que ça va être un travail de fond, quoi. Ouais. Il faut que j'arrive à le métaboliser, et pour le métaboliser, il faut que j'arrive à faire une part de deuil. Ce qui est fou, c'est que nous, le monde entier vous a découvert vraiment là depuis septembre, mais vous, ça fait 4 ans qu'il y a cette instruction. Ouais, nous, ça fait 4 ans qu'on se prépare comme les JO, mais on n'est jamais prêt, en fait. On n'est jamais prêt à rentrer dans ce genre d'arène avec autant d'auteurs, avec toute cette machine, cet appareil judiciaire. On n'est jamais prêt à se confronter à son père dans ces conditions, quand on n'a jamais su décrypter l'individu dans sa globalité. Justement, est-ce que vous avez eu une sorte de préparation avec vos avocats, avec des psys, pour ce jour où vous alliez le revoir 4 ans après? Il n'y a pas de préparation prête à l'emploi. Non, j'imagine. Mais c'est un travail qu'on a fait chacun à notre niveau dans notre coin. Ouais. On en a beaucoup discuté, nous, entre nous, les enfants. Ouais. Parce que les femmes de tes frères, il y a des soupçons aussi autour. Alors, s'agissant de mes belles-sœurs, mais comme de moi d'ailleurs, ils ont retrouvé des photos qui ont été prises à notre insu. Ah oui, c'est ça, il y a aussi des photos des belles-sœurs. Au sortir de la douche, en train de nous habiller, mais à notre insu. En revanche, moi, les 2 photos qu'il y a en plus, c'est les photos où je ne suis pas consciente. Mais il y a en plus des photos de toi prises à ton insu. Absolument. Et pareil pour tes belles-sœurs, les femmes de tes frères. Voilà, des scènes de voyeurisme. Oui, il y avait même des caméras ou des appareils photo planqués dans des trousses de toilettes. Alors, on n'a jamais su. Il n'a pas été capable d'expliquer concrètement comment il s'y prenait, parce qu'on a du mal à croire que c'était juste avec un seul iPhone qu'il a pu faire ses prises de vue, tu vois. Ah ouais. Toi, tu penses à un dispositif, quoi, carrément. Un dispositif, ouais.
Et ça, justement, entre vous, est-ce que vous arriviez à en parler, à vous réunir, je sais pas, avec tes frères, tes belles-sœurs, ouais. ta mère Ma mère, c'est un peu plus compliqué, parce que ma mère, en fait, elle a du mal à... Je pense qu'elle a du mal à regarder la réalité telle qu'elle est. Vous concernant? Alors, pas nous concernant totalement. Elle sait qu'il y a ces photos et que ça pose problème. Mais sur mes doutes, personnellement, oui, elle est... encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas admettre. Ouais. Tu penses que c'est trop pour elle? Je sais pas. C'est compliqué, ça, quand même. C'est très compliqué. Très difficile. Mais j'ai envie de dire... elle a son histoire et moi, j'ai la mienne. J'attendais beaucoup, moi, de ce procès. J'attendais de me confronter au vrai Dominique. Bah ouais. De retrouver une forme de père qui s'adresse vraiment droit dans les yeux à sa fille pour lui dire véritablement ce qu'il a fait et pourquoi. Ouais. Et on n'y est pas arrivé. Donc c'est un échec. Pourtant, tu l'as interpellé. 3 fois, ouais. Alors que j'ai pas le droit, normalement. Dans une cour criminelle, on ne peut pas s'exprimer. On n'a pas le droit. 3 fois, je suis sortie j'allais dire presque de mon enveloppe, de mes gonds, pour réussir à le faire venir sur le chemin de la vérité. 3 fois. Et rien. Et je lui ai dit, tu finiras seul dans le mensonge. Seul dans le mensonge. Ça fait partie de son ADN. Pendant 2 ans et demi d'instruction, il n'a fait que mentir, revenir sur ses déclarations, mais pas que me concernant. Concernant tout le dossier de Gisèle. On ne connaît pas la moitié de toute la vérité de ce dossier. Il n'a jamais été capable de dire le nombre d'individus qu'il avait fait venir à domicile, par exemple. Quand est-ce que ça a démarré, par exemple? On ne connaît pas l'acte, la datation de l'acte inaugural, aujourd'hui encore. Il a dit que ce qu'il pouvait dire parce qu'il était confronté avec des preuves irréfutables. Oui, c'est pas pareil. C'est ça. Mais tout le reste est possible. Mais évidemment, tout est possible. Mais plus que possible. Surtout quand on sait que c'est bien avant Gisèle. Oui, puisqu'il y a eu cette autre plainte de cette jeune femme. Là, il y a 2 grosses affaires violée. quand même. Donc, il y en a une où il y a l'ADN qui a été confondu, l'autre où les scellés ont été perdus. Ok. Et ça, c'est des affaires qui datent... Très antérieures, qui datent des années 90. Ouais. Où déjà, il utilisait les prémices de la soumission chimique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça tout porte à croire qu'il s'est construit comme ça. Enfin, qu'il a construit sa vie sexuelle. Il a une signature. C'est une évidence. Quand on utilise l'éther dans les années 90, puis ensuite les anxiolytiques et les somnifères chez soi, avec son épouse et sans doute plus, il y a une recherche de mode opératoire qui est quand même très particulier et significatif. Ces substances, vous en aviez connaissance? Vous les voyiez dans leurs armoires à pharmacie? Alors, l'éther dans les années 90, oui. Moi, je me souviens avoir vu des flacons d'éther chez moi. Nous aussi, on avait de l'éther. C'est sûr. Mais les somnifères et tout ça, c'était mais en fait, les somnifères... Tu savais que... Enfin, non, ça arrive. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça dans l'armoire à pharmacie familiale. Après, je sais que ma mère s'était fait prescrire du Lexomil au décès de son père, mais je ne savais pas qu'il y avait ça à domicile. Et en même temps, en vrai, c'est pas tant ça le sujet, c'est que c'est tellement facile à se faire prescrire. Oui. Tu vas chez ton médecin généraliste, tu expliques que tu as les troubles du sommeil et que tu es très fatigué en ce moment et très sous pression, tu repars avec une boîte d'anxiolytiques ou de somnifères. C'est aussi simple que ça. Sur le fait que cette audience soit publique, on a beaucoup dit que Gisèle y tenait, que c'était important pour elle d'ouvrir les portes du tribunal. Elle vous a consulté là-dessus? Alors, en fait, à la base, au début, elle n'était pas prête. Ok. Ça impliquait quand même un certain nombre de choses, donc c'était forcément à elle d'en décider. Ouais. Elle, première victime avérée de ces plus de 200 viols. Mais l'idée, c'était pas que ce soit en vase clos. Ce serait faire un cadeau énorme à Dominique comme aux 50 autres. Moi, je l'y ai toujours encouragée. Après, elle a cheminé. Ouais. Et on est arrivé au mois de mars où elle m'a appelée pour me dire, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que tu as fait, toi, pour la cause depuis 2 ans et demi? Et je pense que je vais lever le huis clos. J'ai pris ma décision, je pense que je vais lever le huis clos parce que je veux que ça serve. Ok. Et après, moi, j'ai été tout de suite à lui dire, mais on sera derrière toi. Ouais. De toute façon. Parce qu'il faut dire que pendant ces 4 ans,
Votre mère se retrouve toute seule dans cette maison de Mazan. Comment ça Non, s'est en fait, passé? rapidement, Elle a été rapatriée. On l'a rapatriée à Paris Ouais. très vite, mais très vite dans les jours qui ont suivi, en fait, la révélation des faits. Et Elle a habité où, du coup? elle habitait beaucoup chez mon frère Florian, D'accord. et ensuite un peu chez mon frère aîné. Ok. Et ensuite, elle a vécu dans notre résidence secondaire. D'accord. Ok. Voilà. Seule. Ok. Et elle s'est refait tout un cercle d'amis Ouais. là-bas. Et du coup, derrière, elle a repris un logement à elle. D'accord. Ça a été qui ces personnes ressources à elle pendant ces 4 ans, dans l'attente de ce procès? À part, évidemment, ses enfants. Mais pas tant ses enfants, parce qu'elle s'est quand même beaucoup isolée de ses enfants. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Ses nouveaux amis, ses Ouais. amis qui étaient là, son chien beaucoup. Ouais. Donc ces personnes ressources, ça a beaucoup été... alors quand elle pouvait les voir, ses petits-enfants, bien sûr, mais finalement pas tant sur les 2 ans et demi de l'instruction. Elle s'est beaucoup isolée et elle a vu beaucoup ses amis autour d'elle. Ok. Mais toi qui l'appelais tous les jours, Ouais. ça a continué, ça ou... Non, pas pendant les 2 ans et demi d'instruction. Non. Ça a été très compliqué à partir du moment où moi j'ai découvert ces photos. On n'a pas la même façon de regarder dans le rétroviseur. Je peux pas la blâmer pour ça non plus. Mais forcément, ça crée des... On peut pas se retrouver sur tout. Donc parfois, il vaut mieux pas trop s'en dire, quoi. Donc toi, pendant ce temps-là, tu as non seulement écrit un livre, mais tu as aussi fondé une association Ouais. qui s'appelle M'endors pas. Ouais. Tu la fondes en quelle année exactement, cette En asso? fait, le livre que j'écris en temps réel sort le 6 avril 2022. Ouais. Très vite, je me dis que ça peut pas se terminer avec l'écriture de ce livre, qui est en fait un inachevé. Et qu'on est au milieu du gué de l'instruction et qu'il va y avoir le procès, etc. Et puis surtout, je suis assez convaincue que c'est un fait de société, force d'investiguer, etc., que c'est vraiment beaucoup plus répandu qu'on ne le croit et qu'il y a vraiment un gros travail de prévention, de détection et d'accompagnement des victimes à faire en France. J'en suis un peu la preuve. C'est qu'à la différence de ma mère, moi, j'ai pas toutes les preuves sur la table pour faire valoir mon statut de victime. Et je me rends compte, au gré de tous les témoignages et d'appels à l'aide que j'ai dès que le livre paraît le 6 avril 2022, qu'en fait, oui, en effet, je suis pas la seule. Et qu'on est des centaines, voire des milliers en France. Donc, je vous décide de mettre autour de la table des expertises, une pharmacienne, des toxicologues, et puis toute une équipe que je vais constituer de bénévoles. Et on va décider ensemble, dans un premier temps, de lancer un mouvement de prévention et de sensibilisation qu'on va donc appeler M'endors pas, stop à la soumission chimique. Et ça, on le lance en mai 2023. Ok. Ouais. Et ça va avoir un tel retentissement à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, que je vais en déposer les statuts d'une association en septembre. Ok, donc 1 an avant le début du procès. Ah non, avant le début du procès. Ouais. Et en fait, sur cette année qui vient de s'écouler, entre septembre 2023 et septembre 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses, et notamment sur le plan politique. On a réussi à mobiliser les pouvoirs publics. On a réussi à mener une mission gouvernementale dont Sandrine Josso, qui est la marraine de mon asso, qui est la députée d'Indre-et-Loire, qui elle-même a été droguée. Oui, qui a été victime elle-même. Voilà. On a réussi à lancer cette mission gouvernementale et à la réactiver même après la dissolution. Là, c'est très récent. Et en fait, on sait qu'on a un boulevard devant nous parce qu'il y a tellement de pistes d'amélioration à envisager que c'est long, en fait. Et que ça demande Tout est long. Tout est long, tout coûte cher aussi, mais à tout point de vue, c'est-à-dire en termes de temps passé, de temps de cerveau disponible, d'énergie, enfin vraiment, tout coûte cher. Donc en fait, c'est en plus de tout le reste, c'est-à-dire que M'endors pas, c'est une équipe de bénévoles qui bossent sur ce sujet-là pour réussir à maintenir une forme de pression médiatique sur ce qu'est la soumission chimique en France, en plus, tous, autant que nous sommes, de nos boulots respectifs et de nos responsabilités perso, quoi. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu n'as jamais quitté ton boulot. Non. Là, tu t'as fait une petite pause, je crois. J'ai fait une pause là, médicale nécessaire. Ouais, c'est ça. En plein milieu du procès. Oui. C'était important. Ouais, c'était important parce que je pouvais pas. J'ai cru pourtant que je pouvais faire les deux, et en fait non. En fait, c'est pas possible d'être dans ce sas
qui est une énorme charge mentale, et de continuer à avoir un pied dans la vraie vie en allant travailler le matin et en disant à vos collègues ou à tes collègues « Ouh, la vie est belle ». Non, c'est pas possible en fait. C'était un peu ambitieux. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait du bien pendant ces dernières années ? Qu'est-ce qui t'a fait rire ? Qu'est-ce qui t'a fait te lever le matin ? Mon fils. Ouais. Où est-ce que t'as trouvé de la joie ? Mon fils, mon mari, mes amis. Ce groupe d'amis. Ah ouais, mais moi j'ai une chance. Enfin, je le dis parce que je sais pas si tout le monde a cette chance-là, mais avoir un noyau dur aussi proche. Parce que même quand ça va mal, on arrive à se marrer, quoi. Ouais. Et mes frères, même pendant le procès, on a eu des moments. Enfin, je veux le dire, quoi. C'est que c'est tellement dur à encaisser, à endurer. Mais on a réussi parfois même à en rire. Tellement c'était ubuesque. Ouais, il y a eu des moments dans le procès où franchement, c'était tellement de voir tous ces profils où là, vraiment, on est dans la cour des miracles. Oh, putain. Vraiment, on est dans la cour des miracles, Clémentine. Avec des versions qui varient si peu ou pas. Voilà, c'en était risible. Moi, je me revois la 4e semaine du procès avoir un fou rire sur le banc des parties civiles. Tellement. Un fou rire, à en pleurer, à ne plus pouvoir m'arrêter. Et d'ailleurs, ce moment, on le partage avec ma mère. Ouais. Où tellement on se dit, mais ils sont pas sérieux. Ils peuvent pas aller jusque-là. Où est la caméra ? Le sketch ? Oui, tellement les gars mais ils sont déconnectés, racontent des versions. Des conneries. Et donc, on se dit, mais ok, là, c'est... Non, mais là, on va... Non, là, faut arrêter le délire. On met off et on se marre. Ouais. Parfois, c'est salvateur. Ben, je crois que c'est ce qui va me sauver, moi. C'est que j'arrive quand même à avoir cette forme d'ironie de la vie. Et ça, cette histoire, cette affaire ne te l'enlèvera pas, j'ai l'impression. Ah non, je crois pas, non. Ça n'a pas altéré celle que je suis humainement, tu vois. Aujourd'hui, comment tu parles de tout ça à ton fils ? Il y a des moments où moi, j'en parle avec beaucoup de tristesse. Ouais. Beaucoup de colère aussi, encore. Beaucoup de colère. Je crois que je suis pas rentrée, toujours pas, moi, rentrée dans cette phase d'acceptation. Tu sais, ces fameuses courbes. Bah oui, bien les sûr. 7 étapes. Ouais. Je crois qu'en fait, au bout de 4 ans, je suis pas encore rentrée dans cette phase-là. Et quand on en parle ouvertement, sans détour, en fait. Maxime, il voit encore sa grand-mère. Alors, il a encore des contacts avec sa grand-mère. Ouais. Là, il la voit moins. Forcément, depuis le début du procès. Mais avant, ils ont continué, à se voir. Oui, bien sûr. Ils ont continué à se voir. Avec les cousins, avec... Ouais, avec les cousins, ouais. Avec tes frères. De toute façon, Maxime aura besoin de continuer à voir sa grand-mère. Il a déjà plus de grand-père. Il vous en parle régulièrement, souvent? Il nous dit le monsieur. Ok. Mais sinon, on peut pas dire que le monsieur occupe ses conversations. Vraiment pas. Comment vous avez géré l'impact du procès sur sa petite vie de petit garçon qui est en CM2 donc ? On a de la chance parce qu'en fait en CM2, lui il n'a pas de portable, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Ouais, et en fait, on a plutôt bien géré, mais en fait on n'a pas eu grand-chose à faire parce qu'il évolue dans un environnement hyper bienveillant. Les parents des copains, les copains eux-mêmes, enfin vraiment il est... il est dans un univers assez enveloppant. Okay. Les maîtresses, la direction de l'école était au courant. Oui, vous aviez les gens de son club du rugby sont au courant. Tout le monde est au courant. Et en fait, c'est pas ce qui te définit, Maxime. C'est jamais ce qui te définira, Maxime. Et c'est ce qu'on lui dit, nous. Hein. C'est peut-être plus compliqué pour moi, mais pas pour lui. C'est pas son père. Il ne porte pas son nom. Il portait son prénom. Déjà ça, je l'ai fait revoir. En deuxième, en troisième. En troisième, d'accord, ouais. Mais j'ai fait les démarches pour qu'il ne le porte pas. Et en fait, il porte le prénom de mon frère David. Un 3e prénom. D'accord. Ah oui, t'as changé ça. Et les noms de famille, pareil. Alors, les noms de famille, nous, de toute façon, dans la maison... non, il portait pas son nom. Il porte le nom de mon mari. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour lui, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change aussi. Ça change beaucoup de choses. Mais il n'en reste pas mal que sa grand-mère reste Gisèle Pellicot. Hein. Ouais. Et toi, à l'état civil, tu portes toujours ce nom ou tu l'as... Ouais. Moi, je pense que la démarche qu'a fait Gisèle, en ouvrant les portes de ce tribunal et en assumant comme elle l'a fait tous les jours que Dieu fait depuis le début du procès, est vraiment un acte de bravoure et que pour ça, il faut qu'on l'en remercie. Moi, je suis fière d'elle. David aussi, Florian aussi. Et dans quelques années, quand les petits-enfants réaliseront ce qu'elle a été capable de laisser derrière elle dans son sillage, après avoir vécu autant de sévices,
et de crime, ils seront fiers de ça. Je crois que c'est ce qui... Dans l'héritage filial, s'il peut rester quelque chose de fort et de noble, ça sera grâce à Gisèle. Ce ne sera pas à cause du grand-père. Ce sera grâce à Gisèle, leur grand-mère. Et pour ça, chapeau, quoi. Et moi, quand je vois les gens aujourd'hui dire « Merci Gisèle », ouais, merci Gisèle, en fait. Ça fait quoi de voir sa mère devenir une icône, comme elle est en train de devenir ? Je ne sais pas si elle devient une icône ou si on veut la voir comme ça. Moi, ma mère, c'est pas une icône. Non, mais il y a quand même son visage placardé sur des affiches, Merci Gisèle écrits en énorme dans les rues, mais en fait, dans les manifs. Moi, c'est pas Merci Gisèle. Moi, c'est Merci Maman, déjà, pour commencer. Bien sûr. Donc, en fait, ça me fait quoi ? J'ai envie de dire, au moins, qu'elle ait réussi à générer ça pour elle, pas pour nous, pour elle. On ne peut que la saluer pour ça, quoi. Je veux dire, franchement, à 72 ans, elle mérite l'engouement et d'être célébrée comme ça, en fait. T'es fière d'elle ? T'es fière d'être la fille de Gisèle Pellicot ? Évidemment que je suis fière d'être sa fille. Même s'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on n'est pas raccord. Évidemment, je suis fière d'être la fille de Gisèle Pellicot. Je suis 1000 fois plus fière d'être sa fille que d'avoir été la fille de celui que je ne peux plus appeler papa aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? C'est une bonne question, ça. Je ne sais même pas répondre à ça. Si, ce que tu peux me souhaiter, c'est de réussir à trouver une forme de paix, tu vois, dans le deuil, dans tout le chemin de deuil qui me reste à faire, quoi. On va pas pleurer, hein. Pardon. C'est de ma faute. De trouver l'apaisement. De trouver l'apaisement et puis peut-être aussi une forme de... comment je pourrais dire ça ? De retrouver ma mère. Il nous a quand même enlevé une partie de notre mère. Ouais. Et je pense que vous êtes tous les trois, vous avez la même envie. Donc, le temps va faire. Je sais pas, on verra. T'y crois, toi ? Non, parce que... c'est pas que j'y crois pas, c'est que je ne pourrai jamais retrouver ma mère d'avant, il y a 4 ans. Non, c'est sûr. Et mais tu peux retrouver parce que autre chose. Il a quand même... cette affaire nous a enlevé, vraiment, c'est vrai, nous a dépossédés de notre histoire familiale. Mais à tous les niveaux. Tu vois, quand tu me dis ta mère est une icône, ouais, mais en fait, c'est avant tout ma mère. Et ce qu'on a vécu, on l'a vécu entre nous. Et tu vois, il n'y a pas que ma mère. Il y a mon frère, David, il y a Florian, il y a nos enfants, il y a nos conjoints. C'est cette famille qui a été pulvérisée. Donc moi, parfois, je suis très fière de ma mère. Mais parfois, je me dis, le grand public, c'était aussi le procès d'une famille. Et je pense que vous pouvez être très fiers de vous, globalement. Parce que c'est pas rien d'être resté aussi soudé, d'avoir cette intelligence humaine, familiale, qui est le résultat de ces années de clan que vous avez formé. C'est ça, c'était un clan. Ça, c'est l'héritage qui est là à jamais, je pense, qui est inébranlable et qui est votre socle. Et vous avez eu, encore une fois, vraiment cette intelligence. Je sais pas comment vous avez fait pour naviguer, manœuvrer pendant ces 4 ans-là. Après, il y a pas mal de choses sur lesquelles moi je travaille depuis 2 ans et demi qui vont arriver là bientôt. Et franchement, c'est un travail de longue haleine, mais vraiment, s'il y a bien une chose que moi j'ai réussi, dont je suis pas mécontente quand même. Non, mais c'est vrai, c'est que enfin, la soumission chimique va devenir une vraie cause d'utilité de santé publique. Enfin. Si on a réussi à faire un truc ensemble avec Gisèle, c'est quand même bien ça. Ouais. C'est vraiment, enfin, ça va devenir un sujet qui va parler et qui sera davantage considéré aujourd'hui dans les foyers que ça ne l'a été pendant ces 4 dernières années, où moi, je suis partie quand même en pleine mer avec 2 pauvres âmes sur un radeau, quoi. Ouais.
pour expliquer aux gens ce que c'était. Tu es partie en croisade. Je suis partie en croisade. Donc il y a eu ce livre sorti en 2022 qui s'appelle « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Et donc il y en a un deuxième en préparation là qui va sortir en 2025. Et il y a un documentaire. Ouais. Et c'est le premier du genre qui explique concrètement ce qu'est la soumission chimique avec vraiment des témoignages hyper puissants de victimes qui ont témoigné à mes côtés, qui ont accepté de témoigner à mes côtés à visage découvert. Quelle a été ton implication dans la production, la réalisation de ce documentaire ? Je le porte en fait. Je le porte. Ouais. Je suis la voix off de ce docu. D'accord. T'en es à l'origine ? Je suis à l'origine avec Andrea qui est venue me chercher, Andrea Rollins qui est la productrice. D'accord. Qui est venue me chercher, qui avait lu mon livre et qui m'a demandé si j'acceptais de travailler avec elle sur ce projet. D'accord. On avait à cœur de faire un documentaire qui soit aussi assez... qui marque et qui fasse date. Parce qu'on a des documentaires sur l'inceste, on a des documentaires sur les viols, sur les violences intraconjugales, violences intrafamiliales. Sur la soumission chimique, on n'avait jamais posé le juste regard sur ce que c'est et ce que ça implique. Parce que c'est évidemment pas que circonscrit au milieu festif. Donc là, si j'ai dit oui à Andrea pour être 100% associée à ce projet, c'est parce que, 1, c'était diffusé sur le service public. 2, parce qu'on allait donner la voix et la parole à des victimes qui sont vraiment un échantillon représentatif de la société française. Et 3, je lui avais dit j'y vais si derrière tu me promets qu'il y a un plateau débat. Ok. Ça devait être fou de tout d'un coup rencontrer d'autres victimes. Tous ces profils m'ont bouleversée. Il y a tous chez eux quelque chose de chez moi. Je sais pas comment vous dire. Ouais. C'est un documentaire qui se regarde comme un film. On est dans la vie de ces gens-là, dans leur traumatisme, ce qu'ils ont vécu et comment ils ont réussi à s'en sortir. Je suis hyper fière de ce documentaire. C'est quoi les profils ? Il y a un monsieur, un homme, qui a été sous emprise lors d'une soirée avec quelqu'un qu'il connaissait. Il y a une cadre dans le milieu bancaire à qui c'est arrivé en milieu aussi professionnel. Il y a une jeune femme à qui c'est arrivé en soirée. Avec des inconnus, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Il y en a une, c'était son père. Ah ouais. Voilà, une jeune femme qui aujourd'hui a 18 ans et son calvaire a duré plusieurs années. On a Zoé qui est médecin, qui est juste extraordinaire et aussi, elle aussi, son histoire est dingue. Et, enfin voilà, c'est vraiment, quand je dis un échantillon, c'est un échantillon des victimes en France. Mais en France, c'est pas que des centaines de victimes, c'est sans doute plusieurs milliers de victimes. Parce que dans la majorité des cas, il n'y a pas de réminiscence. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de souvenir de l'agression. Rien à quoi se raccrocher. Et on n'a rien à... Voilà. Et donc, des cas comme ma mère, c'est 1% en France. Hein. Oui, parce que là, il y a des preuves. Mais la plupart, c'est des cas comme toi. Voilà. Ou parfois, il n'y a même pas de photos. Parfois, il n'y a même pas de piste, de début d'une piste de preuves. Oui, c'est ça. C'est quoi le dénominateur commun de tous ces gens ? Si tu pouvais... c'est le mode opératoire. Endormir ou en tout cas altérer le comportement et le taux de vigilance pour pouvoir abuser de la personne en question sans aucune réticence, puisque à partir du moment où la personne est sédatée ou droguée, elle ne peut plus se défendre. Et il n'y a plus de question de consentement là. Bien sûr. Le dénominateur commun de tous ces agresseurs-là, c'est de pouvoir disposer du corps d'une femme sans avoir lui demander son avis. Qu'est-ce qui émerge de tout ça, de tous ces visages, de toutes ces voix, de tous ces témoignages ? C'est qu'elles sont aujourd'hui invisibilisées et c'est ce qui est le plus difficile pour elles. C'est de ne pas être vues et de reconnues comme victimes. C'est très très compliqué. Le parcours d'une victime de soumission chimique vers le chemin de la reconstruction est extrêmement difficile. Vraiment. Je pense que c'est le début d'une autre aventure pour continuer à perdurer en fait le sujet, mais autrement que via l'histoire de ce procès en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment d'impulser quelque chose de plus de fort, hein, parce que c'est quand même des histoires de vie qui ont été percutées, hein. Mais pour emmener vers l'autre chose, vers quelque chose de plus positif et de se dire, ok, là maintenant on a besoin que les gens, mais au sens massif du terme en France, que les gens comprennent mieux qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et qu'on a besoin de la mobilisation des pouvoirs publics. Ouais. Donc, il faudrait quoi, idéalement ? Il faudrait un meilleur maillage de la détection et de l'accompagnement des victimes. Il faudrait des vraies campagnes de prévention en France. Il faudrait
rendre beaucoup plus accessibles les analyses toxicologiques. Il y a pléthore de choses à faire. Et c'est pour ça que cette mission gouvernementale menée par Sandrine Josso, elle est indispensable. Parce que rétrospectivement, toi, tu pourrais dire que ta mère était parfois incohérente, qu'elle avait des pertes de mémoire, qu'elle avait... Enfin, ça, tu l'as beaucoup dit. Oui, bien sûr. Une errance thérapeutique. Voilà. Il y a une errance thérapeutique. Elle a été voir beaucoup de médecins. Les médecins ne sont pas formés à détecter. Voilà. Donc ça peut changer. Il faut que ça change. Par des actions comme ça, par tes écrits, ce documentaire et puis tout le travail que tu fais avec l'association et dans les médias, ça fait s'allumer des signaux. C'est ça, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver chez vous, avec quelqu'un que vous connaissez. Oui, parce que la plupart du temps, c'est dans le cercle très proche. C'est dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Dans 90% des cas, dans plus de 90% des cas. On le sait, et dans les cas de soumission chimique, c'est dans presque 70% des cas recensés, c'est pas des drogues, ce sont des médicaments qui sont utilisés. Anxiolytiques, somnifères, antihistaminiques et j'en passe. Donc il y a un vrai travail de pédagogie, d'information à faire. Merci infiniment, Caro. Avec plaisir. D'avoir accepté de raconter tout ça. On embrasse très fort Pierre et Maxime. Merci beaucoup. Et tes frères. On salue ta mère et on vous envoie plein de force là pour les derniers jours. Merci. Et la suite. Parce que comme tu le dis, ça ne s'arrête pas à ce verdict. Le temps est long et il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à vivre. Je te souhaite de vivre... Je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci infiniment, Caroline. Just got a new chair for my house. It's red and brown. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme je vous le disais, depuis notre enregistrement, Caroline a porté plainte contre Dominique Pellicot. Et le 8 mars dernier, alors qu'elle s'apprêtait à monter avec moi sur la scène du Casino de Paris, elle nous a laissé ce petit message. Il s'en est passé des choses quand même depuis notre il s'en est passé, oui. Il s'en est passé. J'ai déposé plainte. Il fallait. Pour moi, pour ma reconstruction personnelle. Et puis parce que moi, je suis alignée avec celle que je suis depuis le début. Donc, on retourne en combat. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour toutes les victimes de soumission chimique qui parfois ont un doute, qui se sentent pas forcément la force de le faire. Et moi, je les encourage à y aller, vraiment. Même si le chemin est long, même si ça reste une bataille de tous les instants, quand on sait au fond de soi qu'on vit une injustice, il faut pas s'y résigner, en fait. Voilà, il faut s'indigner, il faut y aller. C'est comment de porter plainte contre son géniteur ? Porter plainte contre son géniteur pour détention de photographies à caractère sexuel, c'est une chose. Porter plainte contre son géniteur pour administration de substances psychoactives, sans doute tentative de viol et viol, ça reste encore autre chose. Mais je sais. Ça s'appelle l'intime conviction, non ? Ça s'appelle absolument l'intime conviction. Donc il faut s'écouter. Macaro, on t'envoie tout le courage, toute la force et l'amour dont tu auras besoin dans cette nouvelle bataille. Merci tellement d'être venu te confier au micro de Bliss. Merci pour ton combat sans relâche contre la soumission chimique et les violences faites aux femmes. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu représentes pour nous toutes. On est ensemble, avec toi. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous savez comme ça nous aide. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, évidemment, pour suivre toutes nos actus et nos coulisses. Allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et puis, bien sûr, long live the bliss.